Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous later. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de célébrer les 1800 abonnés de la chaîne avec vous, parce que vous avez été presque 50 à vous abonner en 72 heures, suite à ma dernière vidéo de rentrée. Ça m'a fait très plaisir de voir que vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à me soutenir. À un tel point que je parlais de ma chronique à une collègue au travail, et voyant à quel point ça me faisait plaisir de faire cette vidéo pour vous, la pause, elle s'est abonnée à la chaîne. Elle est même pas maçon. Je vais donc remercier les 1819 premiers abonnés et la 1820e en vous faisant une vidéo sur l'origine de l'expression maçonnique libre et de bonnes mœurs. Mais aussi vous faire plusieurs annonces à la fin de cette vidéo. Restez donc bien jusqu'à la fin pour savoir ce que j'ai à vous annoncer. C'est super important, vous allez voir. Parce que tu veux devenir franc-maçon, ou alors tu te renseignes sur la franc-maçonnerie, tu vas apprendre des choses sur la franc-maçonnerie. Alors, clique sur s'abonner, et tu cliques sur la petite cloche et toutes. Comme ça, tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo, toute l'année sur la franc-maçonnerie. Tu sais, c'est pas anodin, hein. C'est vraiment un geste d'amour fraternel. Merci. À quoi l'expression libre et de bonnes mœurs fait-elle allusion? Et quelle est son origine? De nos jours, les mœurs renvoient exclusivement à la sexualité ou alors à ses inconvenances. Cela n'a pas toujours été le cas. Le Littré nous parle ainsi des bonnes mœurs comme étant les habitudes, les inclinations des individus, mais aussi la manière de vivre, les usages, coutumes, préjugés qui varient chez les différents peuples et dans les différents siècles. Autre temps, autres mœurs. En droit, les mœurs sont l'ensemble des règles imposées par la morale et auxquelles les parties ne peuvent déroger par des conventions particulières. Toutefois, et c'est peut-être là le plus important, en rhétorique, c'est surtout la partie de l'éloquence qui a pour objet de gagner la confiance des auditeurs. Mais pour bien expliquer l'expression, nul besoin de réinventer la roue. Certains l'ont fait bien mieux que moi. Lisons ainsi ce qu'en disait Charles Pinault Duclos au XVIIIe siècle, dans ses considérations sur les mœurs de ce siècle, chapitre 1. Avant que de parler des mœurs, commençons par déterminer les idées qu'on attache à ce terme. Je dis les idées, car il est du nombre de ceux qui, loin d'avoir des synonymes, reçoivent plusieurs acceptions. Les mœurs, en parlant d'un particulier et de la vie privée, ne signifient autre chose que la pratique des vertus morales ou le dérèglement de la conduite. Suivant que ce terme est pris en bien ou en mal. Mais relativement à une nation, cela s'entend de ses coutumes, de ses usages, non pas de ceux qui, indifférents par eux-mêmes, sont du ressort d'une mode arbitraire, mais des usages qui influent sur la manière de penser, de sentir et d'agir, ou qui en dépendent. C'est sous cet aspect que je considère les mœurs. On aurait tort de s'imaginer que de telles considérations ne soient que des idées spéculatives. L'erreur où l'on pourrait être à ce sujet vient de ce que plusieurs de ceux qui ont écrit sur la morale commencent par supposer que l'homme n'est qu'un composé de misère et de corruption, et qu'il ne peut rien produire d'estimable. Ce système est aussi faux que dangereux. Les hommes sont également capables du bien et du mal. Ils peuvent être corrigés, puisqu'ils peuvent se pervertir. Autrement, pourquoi punir? Pourquoi récompenser? Pourquoi instruire? Mais pour être en droit de reprendre les hommes et en état de les corriger, il faudrait d'abord aimer l'humanité. Et l'on serait alors, à leur égard, juste sans dureté et indulgent sans lâcheté. Être libre et de bonne mœurs, c'est donc accepter qui l'on est et être reconnu pour tel? On pourrait alors se poser la question de savoir d'où provient cette expression de libre et de bonne mœurs. Est-ce, comme souvent on l'entend dire, l'expression d'une survivance d'un compagnonnage moyenâgeux? Rien n'est moins vrai, mais c'est une idée que l'on propage parce que personne ne dit le contraire. Et si on essayait de tordre le cou à quelques idées reçues ensemble? Car je devais vous l'annoncer à la fin avec un autre élément, mais je ne vais pas réussir à tenir. Parce qu'on dit que le mal se propage par l'inaction des gens de bien. Je ne sais pas si je suis quelqu'un de bien, mais j'essaye de bien faire. Et depuis que j'ai lancé cette chaîne, j'ai été effaré de voir les absurdités qui se disent sur la franc-maçonnerie, et notamment sur YouTube.
Nous sommes au XXIe siècle et il y a encore des gens qui s'imaginent que la franc-maçonnerie, c'est un lieu pour pratiquer des cultes sataniques, qu'ils dirigent la France, et même qu'il y aurait des pouvoirs magiques réservés à ces initiés dans les hautes loges. Ce sont des imbécilités, mais si personne ne cherche à les nier, elles se propagent. Voici pourquoi j'ai réalisé un petit livre qui se nomme « Mes premières questions sur la franc-maçonnerie ». C'est une sorte de guide pour le profane afin de répondre à ces premières questions qu'il ou elle peut se poser sur la franc-maçonnerie. Une quarantaine de questions qui sont destinées aux profanes, mais aussi à celles et ceux qui sont maçons et qui souhaitent discuter de la franc-maçonnerie avec leurs proches. Ça fait 80 pages. Tu peux le lire. Je vous mets le lien dans la description, vous allez voir l'adresse, elle est facile à retenir. www.franc-maçonnerie.fr avec la cédille. Ouais, j'ai osé. En vrai, ça fait des années que je laisse ce nom de domaine. www.franc-maçonnerie.fr avec la cédille. Pour en revenir à libre et de bonne mœurs, si l'on y regarde de plus près, l'expression libre et de bonne mœurs n'existe pas dans la maçonnerie anglaise tout d'abord. En effet, dès 1723, dans les constitutions d'Anderson, on nous dit « The persons admitted members of a lodge must be good and true men, freeborn, and of mature and discreet age. No bondmen, no women, no immoral or scandalous men, but of good report ». Ce qui a été traduit jusque dans les années 60 par « Les personnes admises comme membres d'une loge doivent être des hommes bons et loyaux, nés libres et d'un âge mûr, ni serfs, ni femmes, ni hommes immoraux et scandaleux, mais de bonne réputation ». On voit ici que l'expression en question s'exprime en anglais par les termes « good report ». Sa traduction est donc importante, car s'ils émulent du rite anglais le traduisent désormais par bon renom, les traducteurs, jusque dans les années 1960, le traduisaient par bonne réputation. Le fait d'avoir une bonne réputation n'est d'ailleurs même pas un critère déterminant pour les maçons du XVIIIe siècle. Si l'on regarde ainsi les divulgations et autres manuscrits disponibles, on constate que c'est en France que la notion de mœurs est apparue. Est-ce un hasard ? Ainsi, en 1744, la référence aux mœurs, que l'on pourrait citer ainsi, serait dans la divulgation « le parfait maçon ». À la question, demande « à quoi s'appliquent donc les maçons à régler leur conduite et former leurs mœurs ?» Terme qui sera repris en 1748 par Travenol dans son instruction question-réponse, demande « qu'apprenez-vous en étant maçon de théorie ?» Réponse « une bonne morale, à épurer nos mœurs et à nous rendre agréables à tout le monde. » Mais apparue en France, la notion ne traverse pas la Manche. Et quelques années plus tard, pour les Ancients, dans le Hyman Reason, la chose est simple. Nul ne peut devenir franc-maçon régulier s'il n'est libre d'âge mûr, sain de corps et des membres, jouissant de tous les sens de l'homme. La première fausse référence aux bonnes mœurs à apparaître est en réalité dans une traduction récente des Constitutions de 1784 d'Anderson. Ainsi, au chapitre « Conduite chez vous et dans votre voisinage », il est dit « Vous devez agir comme il convient à un homme sage et de bonnes mœurs. » Et plus loin, « Je vous présente celui-ci, mon digne frère, pour être leur maître. Il est, je le sais, de bonnes mœurs et de grande habileté, sincère et fidèle, et pris d'amour pour la confrérie tout entière, en quelque lieu qu'elle soit dispersée sur la face de la terre. » Mais il s'agit ici de traductions contemporaines, imprégnées d'un élément que nous citerons plus loin. On voit ainsi, alors que même dans les rituels de la fin du XVIIIe siècle, le fait d'être né libre et de bonnes mœurs n'existe pas. Ainsi, le rite français de 1785 énonce « Nul profane ne peut être admis avant l'âge de 21 ans. Il doit être de condition libre et non servile, et maître de sa personne. Un domestique, quel qu'il soit, ne sera admis qu'au titre de frère servant. On ne doit recevoir aucun homme professant un état vil et abject, rarement on admettra un artisan, fût-il maître, surtout dans les endroits où les corporations et communautés ne sont pas établies. Jamais on admettra les ouvriers dénommés compagnons dans les arts ou métiers. » En réalité, cette notion d'être né libre et de bonnes mœurs provient du rite écossais ancien et accepté, R2A, qui inventa l'expression en 1804. Grâce à Philippe Michel. Voici d'ailleurs le texte du rituel de Claude Gagne, qui s'en fait l'invention parmi les premiers. L'expert répond « Qu'il soit admis et reçu parmi nous ». Demande « Comment a-t-il osé espérer y parvenir ?» Réponse « Parce qu'il est libre et de bonnes mœurs ». Nous voyons donc une création, reprise ensuite dans différentes versions du RE2A, ainsi toujours en 1804 dans le rituel dit GLGE, ainsi que dans d'autres rituels des années 1804-1805. Une
Légère variation sera tentée en 1858 dans le rituel Murat, mais ne trouvera pas sa place dans l'inconscient maçonnique collectif. Le Vénérable. Demandez à ce profane sur quoi il fonde son espoir d'être admis dans l'ordre des francs-maçons. Il espère être admis parce qu'il a un état libre et honorable, et qu'il est de mœurs irréprochables. D'ailleurs, les Anglais resteront insensibles à cette notion et préféreront naturellement leur version, à savoir celle du Good Report, comme le montre l'ouvrage Illustrations of Masonry de William Morgan en 1827. The senior deacon to the junior deacon. By what further rights does he expect to obtain this benefit? Answer. By being a man, freeborn, of lawful age, and under the tongue of good report. Mais peut-être que la clé du succès maçonnique est-elle l'acquisition d'un bon renom, plus évolué que celui qui nous a permis d'être connus comme maçons? Ce bon renom qui apparaît en creux des 1390 dans le poème dit Le Régius. Je vous le fais en anglais ou en français? Allez, les deux. Also, don't show contempt for anyone. Aussi, ne montre pas de mépris pour quiconque. Of whatever social class he is, quelle que soit sa classe sociale. And don't speak ill of anyone. Et ne parle pas en mal de qui que ce soit. If you want to save your own reputation, si tu veux sauver ta propre réputation, because such talk might become known, car une telle discussion pourrait devenir connue, and could make you appear to be in the wrong, et pourrait te faire apparaître dans le faux. Close your hand in your fist, ferme ta main en un poing, and don't say, if I had only known. Et ne dis pas, si seulement j'avais su. Hold your tongue and don't stare. Retiens ta langue et ne toise pas. Ce bon renom qui apparaît en creux donc au XIVe siècle apparaît en plein dès 1696 dans le manuscrit des archives d'Édimbourg et dans le Chetwood Crowley aussi de 1700. Demande, quelle est la clé de votre loge? Une langue bien pendue. La clé de la loge étant justement le bon renom. Le Sloan numéro 3329 manuscript de 1700 est d'ailleurs plus évocateur puisqu'à la question « De quoi est faite la clé de votre loge ?» Réponse. Elle n'est pas faite de bois, de pierre, de fer, d'acier ou de n'importe quelle forme d'alliage, mais de la langue d'un bon renom dans le dos d'un frère, aussi bien que face à lui. Le temps nous dira ainsi si les 1800 frères, sœurs et profanes de la communauté de la chaîne French Freemason continueront à me reconnaître comme tel pour ma langue du bon renom que je ressens envers notre ordre, envers mes frères, envers mes sœurs, dans la qualité comme dans la défaut. Ces défauts qui sont aussi les miens. Voici pourquoi, après vous avoir parlé de mon ouvrage, mes premières questions sur la franc-maçonnerie, dont un extrait gratuit est disponible sur www.franc-maçonnerie.fr, j'ai encore une annonce à vous faire. Yeah. Cette chaîne va changer de régularité. Une vidéo par semaine, soyons honnêtes. Mes haters vont pas réussir à suivre. Imaginez, tous les dimanches, obligés de se lever à 9h du mat pour aller regarder mes vidéos pour s'en plaindre ensuite. Ils vont pas tenir. Je le vois, les retours négatifs s'espacent dans la semaine. C'est compliqué pour eux. Toi et moi, il faut qu'on les aide. Voici pourquoi, désormais, vous retrouverez une vidéo sur la franc-maçonnerie tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, sauf vidéo d'urgence. Première et troisième semaine, sauf urgence, je pense qu'il y a des francs-maçons dans la salle à qui ça va faire écho. Blague à part, pour vous proposer du contenu de qualité, il faut faire des recherches. Et entre ma vie de famille, mon métier, mes deux loges, ma loge d'études et de recherche, parfois ça coince au niveau de la fatigue. Faisons donc moins de vidéos, mais essayons de conserver un niveau de qualité uniforme. Je vous dois ça. Alors, bien sûr, je vais en profiter pour refaire la charte graphique de la chaîne. Et je vais même peut-être en profiter pour vous faire une ou deux annonces dans les mois à venir. Je sais que cette vidéo est longue et que peu de gens iront jusqu'à la fin. Je tenais donc à te remercier, toi qui es resté jusqu'à la fin, et je t'invite à discuter avec moi dans les commentaires sur toutes ces annonces. PS, je t'ai parlé de L'Apprenti perdu, c'est un formidable roman de science-fiction maçonnique qui est